On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement de l'édition 2017 de l'opération Nez rouge du Haut-Richelieu, toujours organisée par les optimistes. Et cette année, le porte-parole, c'est l'humoriste, animateur et expert en CrossFit de Saint-Jean-sur-Richelieu, Philippe Boisclair. On va les recevoir dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de saison touristique de l'été, la saison des pommes également, une hausse d'achalandage très importante en Montérégie, où on dit que 50 des établissements touristiques ont connu une hausse de leur achalandage au cours de l'été. Bref, on fait le tour de la question avec les représentants de Tourisme Montérégie. L'instant d'une entrevue, on revient sur l'été dernier, aussi un peu l'automne avec le temps des pommes pour faire le bilan de la saison touristique en Montérégie. Deux invités pour en parler. D'abord, François Trépanier, qui est directeur des communications chez Tourisme Montérégie. Salut. Bonsoir, Eric. Accompagné de Laurent Lantier, qui est agent de communication également chez Tourisme Montérégie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Bon, on parle d'une hausse d'achalandage par rapport à l'été précédent, je présume. C'est toujours l'effet de comparaison. À quoi on attribue cette hausse d'achalandage en Montérégie? Dame Nature, l'été, on a eu de la difficulté avec le début de la saison estivale. Lorsqu'on se parlait à l'interne, on était inquiet même en ce début d'été. On a dit hey, ça ne regardera pas bien pour la saison. Mais étant donné que nous, le bilan estival en Montérégie inclut également le temps des pommes jusqu'au 31 octobre, avec la fin de saison qu'on a eue, on peut dire que c'est vraiment ça qui nous a sauvés. Et on a 50 de nos entreprises touristiques qui ont connu une hausse d'achalandage. Donc, c'est exceptionnel, Éric, avec le début d'été qu'on a eu. Bien, c'est ça, parce que si on se rappelle bien, avril, mai, juin, et même à la limite jusqu'à la mi-juillet, le temps était assez maussade. Ouais. Ça a repris de plus belle. Visiblement, peut-être que les gens ont engrangé leur sortie en se disant, bien, on remet ça plus tard. Et puis là, pouf, ils sont tous sortis en même temps à partir du 15 juillet jusqu'au 31 octobre. On dit donc 50 des entreprises qui ont connu des hausses d'achalandage. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui ressortent du lot? Tout ce qui est activité de plein air, ça a bien été. Puis les musées, ça a bien été. Souvent, lorsqu'on parle de saison estivale, les musées sont les plus grands oubliés parce que les gens aiment faire des activités à l'extérieur. Sauf que le début de saison qu'on a eu, que je te parlais tantôt, qui a été catastrophique, a vraiment aidé aux musées, aux différents musées de la Montérégie qui ont eu un achalandage presque record de ce côté-là. Bon, quelles ont été les principales activités au cours de l'été, Laurent? Bien, c'est sûr qu'on a eu, avec le 150e anniversaire du Canada, on a eu les lieux historiques nationaux qui ont été qui ont eu une hausse importante d'achalandage, dont notamment Fort Chambly, Fort Lennox, qui sont toujours des endroits assez importants pour les familles. Également, donc, les escapades familiales qui sont très importantes en Montérégie qu'on véhicule. Si on se tourne également à côté de la CEPAC, donc les parcs nationaux, on sait que le parc national du Mont-Saint-Bruno, c'est le parc national le plus achalandé au Québec. Ouais. Donc, également le parc national des îles de Boucherville, qui est important aussi, qui fait partie des 5 parcs nationaux les plus achalandés au Québec. Et donc, on a eu également une entente qui a été très importante. Je pense qu'il y a eu une bonne augure pour ça, l'achalandage au parc des îles de Boucherville, qui était une entente entre Tourisme Montérégie, Parc national du Mont-Saint-Bruno et également le réseau de transport de Longueuil, où on a mis en place un réseau de navettes qui partait du métro de Longueuil jusqu'au Parc national des îles de Boucherville, ce qui a permis d'avoir des visiteurs de Montréal qui n'ont pas nécessairement de voiture, qui ont pu venir au parc et également qui a aidé beaucoup à la plage de Longueuil, juste à côté. Ça a aidé vraiment de ce côté-là, du côté du camping aussi, parce qu'on sait qu'il y a un camping du côté du parc des îles de Boucherville. Puis les gens de Montréal qui n'ont pas de voiture, bien, il n'y avait aucun moyen de transport pour se rendre directement au parc. Donc, avec le service de navette, on voyait souvent des gens qui partaient avec leurs trucs pour le week-end. Bon, si on dit que oui, Dame Nature a probablement contribué au succès de cette hausse d'achalandage, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres éléments extérieurs ou peut-être même des stratégies que vous avez peut-être optées qui finalement ont été payantes? C'est toujours difficile de mesurer dans le micro, mais est-ce que vous vous dites, oui, finalement, on a pris telle ou telle stratégie, puis outre le fait que Dame Nature a été intéressante en fin de saison, bien, ça a payé. Là. Bien, depuis, je ne te cacherai pas, Éric, depuis l'année passée, on mise vraiment sur une stratégie, la Montérégie, ma région d'escapade, à 2 pas de Montréal. On table là-dessus partout. On est dans tous les médias à Montréal, tous les grands médias. Là, on est sur le 98.5, sur le 105.7, le 96.9, c'est quoi? On est dans le Journal de Montréal et on y va vraiment en publicité chronique, si tu me permets. Donc, c'est moi qui fais la publicité à la radio 98.5, qui va proposer un itinéraire en Montérégie en 30 secondes, quoi faire.
Puis, on habille le site de la radio aux couleurs de la Montérégie pendant cette période-là. Puis nous, avec le Google AdWords, on est capable de savoir d'où vient notre clientèle. Puis je te dirais que les offensives Radio Montréal là, ont payé beaucoup cet été. Bon. Il y a aussi le phénomène des médias sociaux. Évidemment, on parle tous de Facebook, un peu de Twitter, mais il y a aussi des nouveaux joueurs. Il y a Snapchat, il y a Instagram également, et vous avez commencé à jouer là-dedans. Oui, Instagram, on commence beaucoup à le développer. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on le développe. C'est sûr que c'est un média assez différent de Facebook. Il faut mettre des belles photos. Également aussi avec la montée des blogueurs, des influenceurs, ça devient un média quand même assez important. Donc, on est vraiment en train de développer ça. Je pense que ça va super bien. Sinon, Facebook, c'est sûr que c'est le média qu'on utilise vraiment beaucoup. On a près de 40 000 abonnés Facebook. Donc, où qu'on propose plusieurs activités tout le temps. À chaque semaine également, on fait une infolette qu'on envoie aux gens, qui a également augmenté cette année. On a eu une augmentation de 62 d'abonnés. Donc, toujours des coiffeurs en Montérégie. Donc, on fait la promotion de nos membres et de leurs activités également. Mais tu sais, les gens qui regardent, qui ne comprennent pas l'importance d'une page Facebook, lorsqu'on réussit à se monter une clientèle comme nous de 40 000 abonnés, Éric, ça arrivait des fois que nos membres, nous, oui, on a un calendrier Facebook à respecter, mais j'ai quelqu'un du Parc des Îles qui va nous appeler « Hey, j'ai une activité au Flambeau ce week-end et les inscriptions, ça va pas bien. Peux-tu nous donner un coup de main? » Bien, nous, de le mettre sur Facebook, le lendemain, on recevait un coup de téléphone. « Merci, mon activité est rentrée. » À 40 000 abonnés, vous avez un effet. Là. Pas vraiment. Un effet vraiment. important. Là. Ouais. Bon. En même temps, est-ce qu'on parle beaucoup d'escapades? Est-ce qu'on est quand même capable d'engranger un peu de clientèle, mais qui vient sous forme d'hébergement? Parce que vous dites, avec Google AdWords, on est capable de voir la provenance des gens qui viennent nous visiter. Donc, au-delà du phénomène d'escapade, qui est probablement le point sur lequel on tape, est-ce qu'il y a aussi un phénomène d'hébergement? Oui, parce que, oui, on mise sur l'escapade, mais on mise également sur le court séjour. T'sais, on le sait que les gens ne viendront pas passer 2 semaines de vacances en Montérégie. Par contre, vont souvent venir faire une escapade, vont prolonger leur séjour d'1 ou 2 nuitées. Et ça a apparu également, on a 9 d'augmentation au niveau de l'hébergement pour la saison estivale et automnale jusqu'à la fin octobre. Donc, ça aussi, on est content. Puis, on a eu une offensive également sur le marché du côté de Burlington, du côté de Plattsburgh. On a essayé d'aller chercher cette clientèle-là par de la publicité. Puis, nous, on a vu parler anglais également beaucoup là, à notre bureau à la Maison du tourisme de la Montérégie. On a eu un petit peu plus d'anglophones peut-être cette année. Par contre, la clientèle francophone au niveau de la Maison du tourisme a été un petit peu moins au rendez-vous. On a eu une légère baisse d'environ 5 au niveau de la clientèle. Et la clientèle, elle vient d'où, justement? Bon, est-ce que ce sont les gens de la Montérégie qui proclament sous forme d'escapade en Montérégie, ou si vous constatez quand même une clientèle qui vient de l'extérieur de la Montérégie? Bref, c'est quoi la répartition? Tu l'as si bien dit, tu travailles dans ce domaine-là. Les Montérégiens sont ceux qui consomment le plus dans leur région. Donc, la Montérégie, les Montérégiens sont notre clientèle cible, notre clientèle numéro 1. Et en misant également sur Montréal, on va chercher Montréal et les environs. C'est vraiment la majorité là, des gens qui viennent nous visiter. Oui, il y a des touristes d'un peu partout. Il y a des gens des autres régions du Québec également. Mais c'est vraiment une clientèle intra-montérégienne. Mais c'est finalement une clientèle que moi j'appelle autosuffisante. Oui. Dans le fond, ce sont les Montérégiens qui contribuent à l'achalandage ou à la croissance des entreprises touristiques en Montérégie. Oui, et c'est les Montérégiens qui invitent leur famille à dormir à la maison ou à consommer en Montérégie. Parce qu'il y a plus de gens qui dorment chez de la famille et chez des amis qu'il y en a qui dorment en hôtel. Donc, ça donne une bonne idée de l'influence. Bon, du côté des événements, bon, on le sait, nous, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le moteur, c'est évidemment l'International de Montgolfière, qui, oui, dans les 2-3 dernières années, avait connu de sérieuses difficultés avec une température exécrable. Température pas extraordinaire cette année, mais de beaucoup mieux par rapport aux dernières années. Et je pense que même si le bilan n'est pas encore communiqué officiellement, l'organisation vous a quand même communiqué des chiffres. Oui, nous, on a eu un 10 d'augmentation au niveau de l'International de Montgolfière cette année. J'étais bien heureux d'entendre ça et au bureau aussi, on était contents parce que, comme tu viens de le mentionner, il y a eu des années un petit peu plus difficiles. Puis les gens ont bien hâte d'avoir les chiffres, d'avoir le bilan. Mais je peux vous confirmer on nous a confirmé 10 d'augmentation comparativement à l'année passée. Donc, c'est très encourageant. On a parlé évidemment beaucoup de l'été, mais il y a aussi donc la saison des pommes.
La saison des pommes est aussi, je présume, Laurent, un morceau important de cette saison. Oui, vraiment toujours. C'est un attrait... C'est 700 000 personnes qui viennent aux pommes, Éric, en Montérégie. Chaque année, on a 1 700 000 pommiers. On est la région qui a le plus de pommiers. Ouais. On est la région qui a le plus de vergers. On a la capitale de la pomme avec Rougemont, qui ont une campagne de promotion incroyable aussi avec les week-ends gourmands. Donc, lorsque tous les secteurs de la Montérégie mettent les efforts ensemble là, avec Tourisme Montérégie, il y a du monde aux pommes. Est-ce qu'on est capable de... Parce que, bon, tu dis 700 000 visites au niveau des pommes. Ouais. Est-ce qu'on est capable de chiffrer, si on additionne l'été, l'achalandage approximatif que la montée... C'est difficile à calculer. C'est des millions. On n'a pas les... on sait que c'est des millions de personnes. S'il y en a juste 700 000 qui viennent aux pommes, imagine pendant l'été et les autres saisons. Mais là, on est en train d'entreprendre notre appel de partenariat marketing pour la saison hivernale. Puis ça, les gens ne le savent pas, mais l'hiver, il y a autant de visiteurs en hiver qu'en été en Montérégie. Autant? Autant, si c'est pas plus, un petit peu plus. Mm-hmm. Oui, on a eu les statistiques. Et avant, Tourisme Montérégie, nous, on travaillait vraiment plus. Là, on y allait par saison, par créneau. Et l'hiver est un petit peu, si tu me permets, laissé de côté parce qu'on se disait que... Mais non, il y a autant de... Et puis, y avoir, je présume, des événements sportifs ou des... Oui, il y a plusieurs événements sportifs. Puis justement, ce que Laurent parlait, les parcs nationaux, c'est des endroits qui sont extrêmement visités. Puis encore une fois, on invite les gens chez nous, les Montérégiens, la famille, venez nous visiter le week-end, on cherche des activités à faire. C'est ce qui fait là, que la Montérégie est une région si populaire à proximité de Montréal. Là, qu'est-ce qui vous reste à préparer en prévision de l'hiver, justement? Là, on est dedans. Là. On est vraiment dedans. Nouveauté cette année, on envoie un appel de partenariat annuel maintenant. Donc, quelqu'un qui va vouloir être dans l'appel hivernal va automatiquement dans l'appel estival. Donc, on veut vraiment être always on. On va être là toute l'année avec nos membres, avec nos partenaires pour pouvoir en faire la promotion là, durant 365 jours par année. Puis, on le sait que plus on en parle tout le temps à différentes parties de l'année, bien, ça peut qu'aider la région et aider nos entreprises qui sont membres. Et évidemment, les outils de communication comme Facebook et le site Web, ça se poursuit. Oui, puis on veut même intégrer des influenceurs. Ouais. Ça, c'est vraiment un projet qu'on commence à développer. Oui, exactement. Alors, donc, félicitations, bravo à tous ces intervenants touristiques en Montérégie et aux Montérégiens eux-mêmes d'avoir encouragé leur propre tourisme intra-territorial. Souvent, si on veut. dit que c'est les gens de leur région qui connaissent moins leur région, mais là, le mythe commence à s'enlever un peu parce que les gens connaissent bien leur région. Et les stratégies, je présume, ont fini par être payantes. Oui, ça paye maintenant. On est content. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci, Eric. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'une nouvelle saison pour l'opération Nez Rouge dans le Haut-Richelieu à compter du 1er décembre. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on s'entretient avec Karel Emard. Oui, qui joue pour les Canadiennes de Montréal qui viennent tout juste d'affronter la Chine. Là. Exact. Et c'est la dernière course de NASCAR. Yes! Il n'y en a plus après. Merci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Là, c'est vrai, on est vraiment à l'approche du temps des fêtes puisqu'on parle du lancement de l'opération des Rouges un peu partout au Québec et notamment ici, dans la région du Haut-Richelieu. Une 29e édition pour l'opération des Rouges du Haut-Richelieu à la grandeur du Québec. C'est une 34e. Du 1er au 31 décembre, toujours le même numéro, 450-357-71. Deux invités pour parler de l'édition 2017. D'abord, la présidente du Club optimiste Saint-Eugène, Ginette Nantel. Bonsoir à vous. Allô? Accompagnée du porte-parole de cette année... l'humoriste et expert en CrossFit, Philippe Boisclair. Ben oui, l'homme a plusieurs chapeaux. L'homme a plusieurs chapeaux. Salut, bienvenue. Merci. Bon, on le sait, et ça, depuis sa fondation dans la région, toutes les opérations ont un organisme maître d'œuvre. Oui. Et puis ici, il y a 29 ans, c'était le Club optimiste de Saint-Eugène qui, encore aujourd'hui, continue d'être le maître d'œuvre de cette opération. En quoi c'est important pour le Club optimiste de continuer d'être associé
cette organisation-là? Bien, c'est parce qu'à quelque part, on redonne à la société les dons qu'on reçoit. Donc, tout ce qu'on reçoit, bien, on le redonne. Puis la société, pour nous, les optimistes, c'est les enfants. Ouais. Donc, on fait des activités au milieu scolaire. On reçoit des lettres, on reçoit des courriers plein, tout le temps plein, des demandes des écoles, parce qu'il y a des enfants qui ont de la difficulté. On ne se cachera pas qu'on est dans un milieu où est-ce que la pauvreté existe encore, malheureusement, puis qu'on a des enfants qui n'ont rien à manger. Fait qu'on donne à ces enfants-là, on fait les sacs d'école. Fait qu'on redonne. Bon. Et de quelle façon êtes-vous rentré en contact avec Philippe pour assumer la présidence d'honneur ou c'est une longue le histoire. Poste de porte-parole de cette année? C'est arrivé comment? C'est une histoire d'amour. Ah oui? Inachevé, là. Inachevé. J'ai connu Philippe, il était tout petit parce que je connais très bien son père et sa mère. Donc, ça me fait vieillir. Hein? Puis, de fil en aiguille, on avait demandé à Philippe de venir faire un spectacle dans le district centre du Québec pour les optimistes. Puis, les filles, la coordonnatrice, elle disait « Pourquoi pas Philippe? » Fait qu'on a dit « Pourquoi pas Philippe? » Moi, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Ben, j'ai dit pourquoi pas aussi. Ça se décide vite des fois. Ça se décide vite des fois. Non, mais je veux dire, je pense que je fais plusieurs projets et plus je vieillis, plus je choisis mes projets. Ouais. L'Opération Nez Rouge, c'est vraiment du bénévolat. C'est vraiment du temps à redonner et je comprends parfois la chance que j'ai eue dans la vie. Et je suis né dans une famille où on défendait les très bonnes valeurs. Et si une valeur était le partage, qui était la plus répandue chez nous, bien, c'est une façon pour moi de me sentir bien. Puis on ne se cachera pas que l'Opération Nez Rouge, quand tu es plus jeune, quand tu l'utilises, les services et compagnie, ça a toujours été quelque chose que je me suis rendu compte que les gens qui le faisaient avaient l'impression d'avoir énormément de fun. Fait que quand son mari m'a appelé pour me dire « Hey Phil, ça te tente-tu d'être porte-parole? » Je me suis rappelé, je me suis dit « OK, c'est peut-être rendu à mon tour, là, d'embarquer dans un... dans une organisation qui, de un, va redonner, puis de deux, c'est sûr qu'on va avoir du fun. » C'est quoi ta perception du phénomène de l'alcool au volant aujourd'hui, en 2017? Parce que, évidemment, moi, quand on a lancé l'opération il y a 29 ans, je pense que j'étais à la conférence de presse du lancement, ça me vieillit aussi un peu. Mais en même temps, je regarde la perception que mes propres enfants, là, mes plus jeunes vont avoir 21 ans la semaine prochaine, et je regarde leur propre perception à l'égard du phénomène de l'alcool au volant. Ils n'agissent pas du tout comme ma génération ou même celle de mes parents ou de mes grands-parents. Donc, toi, tu le perçois comment, ce phénomène-là, aujourd'hui? Et la contribution de Nez Rouge là-dedans aussi. Là. Bien, je l'avais dit en conférence de presse, si c'était possible, je pense qu'en tant que société, on devrait avoir un accompagnement comme Tolérance Zéro qui existe et compagnie. Nez Rouge, c'est une façon de redonner qui est dans du bénévolat. L'alcool au volant, je pense que c'est devenu un fléau comme le texte peut l'être aussi. Oui. Je pense que ça devient de plus en plus de la conscientisation dont les gens ont besoin que du tapage chez les doigts nécessairement. Il faut que les gens entendent que personne se pose la question sur « je lâche mon sel, j'arrête de boire si je veux prendre mon char ». Puis, si c'est pas... Tu sais, moi, un moment donné, je me faisais dire par mes chums « t'es vraiment intense », mais des fois, je prenais des doubles taxis. Parce que ça existe. Tu peux appeler deux taxis, ils vont ramener ton char. Tu sais, t'es pas à 70$ proche, mettons, pour t'en revenir en véhicule. Dans ta vie. Puis t'es pas vraiment à 70$ proche pour ta vie. Mais je pense que l'alcool au volant est encore un grave problème, comme le cellulaire est en train de le devenir. Fait que je pense qu'au niveau de tous les problèmes, la vitesse, la rage au volant, le comportement humain a besoin de se poser des propres questions, je pense. Bon, en termes d'organisation, qu'est-ce que ça implique pour vous? Parce que pour avoir déjà aussi assumé cette présidence pendant il y a quelques années, puis j'étais allé vous voir, évidemment, à la centrale téléphonique. C'est hallucinant. Et là, tu dis, et c'est comme ça tous les soirs pendant presque un mois. C'est du monde, c'est du temps. C'est de l'énergie. Beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Moi, je suis la téléphoniste de service souvent. Puis, quand on commence à 8 heures, puis on finit à jamais avant 5-6 heures le matin. C'est pour ça que c'est le fun d'être respectueux envers tout le monde. Puis je dois t'avouer qu'on est beaucoup. On est beaucoup. La Caisse Pop nous a remis $1 par bénévole. Ils nous ont remis 1 000 $.
pour l'année passée. Fait Parce qu'on que là, a eu ça 1000 prend- bénévoles. Fait que donc, ça prend des bénévoles qui assument la coordination au niveau de la centrale. Oui, Et on a une comme vous dites, là, coordonnatrice. des gens qui sont là de 8 heures le soir jusqu'à 3, Oui. 4, 5 heures le lendemain Oui. matin. Sans compter après ça les équipes de raccompagnement de 3 personnes. Oui. Dans certains cas, je sais qu'il y a des gens qui font ça plusieurs soirs. Dans d'autres cas, c'est une soirée. Et c'est énorme. C'est Oui, énorme. on a Luc Plouffe, qui est connu à travers Saint-Jean au complet. Lui, il fait tous les soirs depuis que... Mon Dieu, je pense que depuis que Nez Rouge Depuis longtemps, existe. ouais. Il est là Ouais, tous les c'est ça, soirs. Il prenait des congés quand il travaillait pour venir à Nez Rouge. Et d'ailleurs, c'est ce que ma coordonnatrice fait. Ma coordonnatrice prend ses vacances pour être là à temps plein à Nez Rouge. C'est assez incroyable comme phénomène de voir qu'il y a des gens qui ont ce don de soi à des heures pas toujours plaisantes nécessairement et qui font ça pas juste un soir dans l'année, mais plusieurs soirs dans l'année. C'est impressionnant, ça. C'est ce que moi, je me suis rendu compte en me collant un petit peu plus aux optimistes en faisant des contrats pour eux. C'est vraiment la recherche toujours de bénévoles, mais il y a des gens qui passent de l'énergie. Tout le monde travaille, tout le monde y met son temps. Moi, je suis le porte-parole. Je vais aller faire des soirées que je vais pouvoir aller faire et compagnie, mais il y a des gens en arrière de ça qui travaillent. Elle vient de le dire, la coordonnatrice qui prend congé, ça prend de l'ampleur. Puis c'est là où tu te rends compte que cette organisation-là a beaucoup besoin de soutien parce que sans ces gens-là, il n'y a plus de Nez Rouge en moi. Il n'y a plus de Nez Rouge à Saint-Jean. Et vous êtes toujours à la recherche de bénévoles année après année? Oui, toujours. Mais on a quand même une banque parce que les gens aiment tellement ça qu'ils reviennent. Puis, toujours, naturellement, plus on en a, parce qu'il y a des soirées, je dois vous avouer que le monde attend longtemps, puis on trouve ça dur que les gens attendent là, parce que on ne veut pas qu'ils prennent leur auto puis qu'ils s'en aillent. Là. On ne veut pas ça. Là. Le principe de l'inscription demeure le même, c'est-à-dire que les gens vont sur le site En ligne, Internet, remplissent le formulaire Oui. en ligne et là sélectionnent probablement la région appropriée. Oui, Parce que si on sélectionne exactement. Richelieu, et après ça, il y a une ultime vérification qui se fait avec la police. Plus maintenant. Ah, plus maintenant, c'est terminé? Plus ça? maintenant, c'est Québec. Ah, directement. Bon. C'est Québec Mais il y a une directement qui l'a vérification fait. qui est faite. Oui, par Québec. Donc, tout ce qu'on envoie en ligne à Québec, c'est vérifié, ça nous est retourné. Nous, il y a Mme Moquin qui va s'occuper des bénévoles. Donc, naturellement, on est à la recherche. On était chez Canadian Tire en fin de semaine pour donner des applications pour ceux qui n'ont pas Internet encore, parce que ça existe aussi. Puis, c'est ça, fait que non, on ne lâche pas d'aller chercher des bénévoles. Là. Puis on est en train de leur organiser tout un beau party des bénévoles aussi, c'est Oui. important. Là. On est en train de les récompenser, de faire une très belle soirée pour tous ceux qui vont vouloir s'impliquer. Fait, c'est des façons aussi de créer un mouvement. Tu sais, si je me suis aussi impliqué à ça, c'est peut-être pour y donner une vague différente, mon énergie, essayer de redonner, oui, mais triper. Là, moi, j'ai hâte au 3 février pour party des bénévoles. Quand tu parlais d'équipe tantôt, on a l'équipe aussi qui vont chercher les commanditaires pour Aussi, c'est pouvoir, qui travaillent de main de maître. Là, sérieusement, ils ont travaillé fort cette année. Là. Parce que parfois aussi, il y a un peu de nourriture à travers ça. Il y a les frais d'essence. Il y a les soupes, qui sont les frais minimalement d'essence, remboursés c'est ça. aussi. Oui. Les gens sont couverts en termes d'assurance. Oui. Parfois, ils ont un accident durant leur bénévolat. Oui. Ça tombe sur une autre police d'assurance. Oui, exactement. Tout est couvert. Puis, non, sérieusement, c'est bien structuré. Avez-vous compté le nombre de bénévoles ou le nombre d'heures de bénévolat que vous avez besoin pour mener à bien l'opération? Bien, l'année passée, on en a eu 1000, puis je te dirais qu'on a eu de l'attente. Fait que ça, on est capable d'en avoir 1000, 1000 bénévoles. Puis sur les 1000, il y en a qui reviennent plus d'une fois. Là. Oui. Bon. Et tantôt, on faisait évidemment référence que quand les gens offrent du pourboire à la fin de la course, bon, parce que tout ça est gratuit, évidemment, mais tu sais, s'il y a un pourboire à la fin, c'est redonné aux optimistes Saint-Eugène. Je sais qu'il y a des variantes année après année, mais au total, ça peut ressembler à combien de dollars ce qu'on met? L'année passée, si je me souviens bien, je pense que c'était 25 000 Donc, 25 000 qui est remis à la jeunesse. Là. Oui. Ça en fait des dîners dans les écoles, puis ça en fait des sacs d'école. Oui. Bon, Philippe, tantôt, tu faisais référence, entre autres, à la conscientisation et au phénomène, exemple, de tolérance zéro ou des taxis. Mais tout ça, un peu, c'est... Ce que Nez Rouge a amené il y a une trentaine d'années, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, le monde trouvait ça bien plaisant durant le mois de décembre, mais au 1er janvier, on fait quoi? Bon, il y a les taxis, il y a des trucs comme Tolérance qui ont pris la relève. Mais quand on arrive au mois de décembre, même les taxis et Tolérance n'arrivent pas à fournir. Donc, Nez Rouge est toujours là pour le rappeler année après année. Et je pense que c'est devenu, parce que comme je le disais, c'est devenu une tradition. Et moi, je me souviens d'une shot, là.
Je pense qu'ils ont attendu une demi-heure avant que mon cousin embarque, puis ça se lançait des boules de neige. Mais Nez Rouge, c'est pas une organisation à but lucratif. Fait que les gens, ils sont là. Fait que c'est vraiment... Moi, j'ai vraiment vécu des moments où je me suis dit, hey, si je peux reproduire ça en bénévolat, puis rire avec des gens, puis ce que je suis capable de faire si je rentre d'une maison, puis on prend un petit 5 minutes de plus, puis je ressors... Et quand on fait le transport, il y a souvent aussi des anecdotes savoureuses. Ben oui! Je vais me faire du matériel humoristique avec ça, Éric. Quand tu rentres le 25 décembre, le 24 décembre, puis le 31 décembre chez les gens, parce que là, c'est pas vraiment les bars, c'est vraiment dans les maisons privées, puis que là, t'attends, mais là, tu vois, tu sais, mon oncle René, puis le pâte à viande qui se promène. Puis... Donc, c'est du 1er au 31 décembre, à la seule exception qu'au début du mois, par contre, il y a des pauses. C'est ça, oui. Il y a les 2 premières fins de semaine, c'est juste la fin de semaine, du vendredi au dimanche, la première fin de semaine. L'autre, si je me souviens bien, c'est du jeudi au dimanche. Puis après ça, du 14 au 31. Du 14 au 31 de façon les jours. inclusive. Oui. Si les gens veulent avoir une visite de la mascotte, ils ont juste à appeler à la centrale, puis on va leur envoyer la mascotte, oui, sans problème. il y a déjà puis, du matériel, des affiches dans les bars et les restaurants. On s'en va porter tout ça en fin de semaine. Ils vont tous avoir leur tente de table, leur poster. Bon. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué, Philippe est ici aujourd'hui et pas la mascotte. Et pas la mascotte. Donc ça me dit que c'est peut-être lui qui est dans la mascotte. On verra. Peut-être. Mais la mascotte ne parle pas. Mais c'est ça, fait qu'il va avoir bien de la misère, je pense. Peut-être. Ou Museau des pompiers peut être le chum à Nez Rouge. Peut-être. Ah! Alors, 357-71 du 1er au 31 décembre, ici même dans le Haut-Richelieu. Et pour s'inscrire, opérationnezrouges.com. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La fin est tout près, donnons. C'est la thématique cette année de la campagne de financement de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean qui a besoin de vous, qui a besoin de 400 000 $ pour être capable de livrer leurs services aux plus démunis de la société johannaise. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on va reprendre cette habitude de vous présenter des extraits des travaux du Conseil de ville. Un nouveau conseil, un nouveau maire. Donc, ça commence dès la semaine prochaine. Donc, on va suivre ça avec attention. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 4 000 $ en prix. Il y en a un peu plus cette année. Et il y a toujours 30 dépositaires pour acheter vos livrets pour avoir la liste des détaillants. www.tvhr9.com. À demain. Bye-bye.